Pierre Frogier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici au Sénat pour ce Politique Direct. Alors évidemment, nous allons revenir dans un instant sur le bilan du 17e comité des signataires. Mais avant, je voudrais vous solliciter sur quelques questions d'actualité. Pierre Frogier, donc mercredi, près de 150 personnes ont manifesté dans les rues de Boulou-Paris pour dénoncer la violence faite aux femmes, et notamment suite à un viol particulièrement barbare du côté de Canala, odieux. Quel est votre sentiment? Est-ce que finalement, sur ces questions-là, la classe politique et la société en général n'a pas trop longtemps fermé les yeux? La société, probablement. C'est vrai que depuis maintenant quelques années, ces violences faites aux femmes en général, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit dans nos sociétés insulaires, deviennent de plus en plus prégnantes. Mais en Calédonie en particulier. Et les sociétés insulaires sont violentes à l'égard des femmes. En Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il y a aussi un problème particulier qui est celui de l'alcool. Parce que je n'ai pas les chiffres, mais de façon intuitive, il semble que les violences que subissent les femmes sont souvent le fait d'individus, de proches, d'époux, malheureusement complètement imprégnés d'alcool. Et peut-être aussi, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, une approche plus particulière, c'est la place de la femme kanak dans la société mélanésienne. Et il serait peut-être utile d'ailleurs que le Sénat coutumier s'approprie cette question. Autre actualité sur laquelle je voudrais vous entendre, Pierre Frogier, c'est la crise à Mayotte. 6 semaines d'un quasi-état de siège pour dénoncer cette fois des problèmes d'immigration clandestine, avec l'État qui est à la manœuvre pour essayer de résoudre cette question. Est-ce que pour vous, justement, l'État est à la hauteur, entre guillemets, dans ce dossier? Décidément, ce sont 2 drames humains qui font l'actualité et sur lesquels vous m'interrogez. C'est sûr qu'il y a une situation qui n'a pas été anticipée par le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs. Ce n'est pas la seule responsabilité de ce nouveau gouvernement, enfin de cette nouvelle majorité. Mais lorsque Mayotte est devenue française, et notamment, ça a été le choix des Mahorais, rappelons-le, par référendum, lorsque l'État a décidé d'intégrer Mayotte sous forme de statut qui est celui du département, je suis persuadé que la situation et les conséquences de cette décision n'ont pas été anticipées, n'ont pas été toutes tirées. Et pour tout vous dire, j'ai eu une conversation cette semaine avec un de mes collègues sénateurs, Thani Swahili, qui est vice-président du Sénat, sénateur de Mayotte, et qui est un peu désespéré. Allez, Pierre Frogier, je vous propose de passer à la seconde partie de cet entretien. Volontiers. Au cœur de vos convictions. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est donc la formulation de la question qui ressort du comité des signataires. Très simplement, est-ce que cette question vous convient à vous, président du Rassemblement? Écoutez, c'est une question qui a fait l'objet d'un compromis. Nous avions un mandat fixé par notre comité directeur qui s'est tenu il y a 15 jours à Nouméa et qui souhaitait ce mandat, c'était oui à la France, oui à l'indépendance. Donc nous souhaitions cette alternative, de façon que l'expression des électeurs soit positive. Alors là, il n'y a pas France dans la formulation. Soit positive. Et donc il n'y a pas France dans la formulation, mais il y a indépendance. Pleine souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance. Et ça, c'était une exigence pour nous. C'était une exigence. Nous avons atteint ce but. Mais moi, je me pose une question quand même. C'est que les partis indépendantistes, ils ne sont pas souverainistes, ils ne sont pas pleinement souverainistes. Les partis indépendantistes, qui depuis tant d'années, 40 ans, 50 ans, plus de 40 ans, sont engagés pour obtenir l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont eux
C'est quand même paradoxal. Ce sont eux qui, lors de ce comité des signataires, nous disaient non, 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 nous c'est la pleine souveraineté. Ce n'est pas l'indépendance, c'est la pleine souveraineté. Et jusqu'au bout, ils ont été très réticents, ils étaient même accrochés à la pleine souveraineté, et surtout qu'il n'y ait pas le terme indépendance. Donc c'est une question que je me pose. Alors, est-ce qu'ils ne sont plus indépendantistes ? Ou est-ce que le terme de pleine souveraineté, qui est un concept, et c'est pour ça que nous étions très réticents, c'est un concept qui est très... qui est juridique à la base. Qui est juridique, qui est effectivement juridique, mais il est impalpable. On ne sait pas trop ce que c'est que la pleine souveraineté. Même nous, hein, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça recouvre plusieurs volets, enfin plusieurs volets juridiques. Et donc, soit ils ne sont plus indépendantistes, puisqu'ils ne voulaient pas le terme indépendance, soit il y a une forme de pudeur, soit en exigeant la pleine souveraineté, c'est pour tromper les lecteurs en réalité, en disant non, bon, la pleine souveraineté, ce n'est pas l'indépendance. Et donc, c'est une exigence que nous avons obtenue, et aujourd'hui, les choses sont claires. La réponse, ce sera non. Voilà, alors justement, N-O-N. Nous allons prôner le non. Vous avez, lors de ce même comité des directeurs du Rassemblement, déclaré que votre parti, le Rassemblement, doit incarner l'exigence de clarté, le refus du compromis. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire, là, dans les 7 mois qui arrivent, le refus du compromis ? Le refus du compromis, c'est par exemple, je suppose que, si vous permettez, ça fera peut-être une transition avec une autre question que je suppose que vous souhaitez me poser sur le groupe de travail, ce fameux G10. C'est exactement ça. Comment, aujourd'hui, on ne fait pas de compromis et en même temps, vous revenez autour de cette table de discussion ? Absolument. Quelle est la cohérence ? Et donc, je reviens autour de la table, je ne reviens pas au G10. En tout cas, je ne reviens pas dans les conditions de ce groupe de travail qui a fonctionné quelques semaines. On a vu ce que ça a donné. Moi, que ce soit très clair, lorsque le Premier ministre, en venant en Nouvelle-Calédonie, fait cette proposition au Congrès, il fixe des objectifs et des modalités de fonctionnement. Dans le discours du Premier ministre devant le Congrès, que je lui ai relu, il dit des décisions, enfin, il faut que ce groupe fonctionne collectivement. Collectivement. Au fil des réunions, ce groupe est devenu celui d'un homme, ou de quelques-uns. Et en plus, ce groupe, les objectifs ont été complètement dévoyés. Personne n'a jamais dit que ce groupe devait écrire l'exposé d'un motif, l'exposé des motifs d'une délibération à proposer au Congrès. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc la nouvelle version là, est-ce qu'elle vous satisfait ? Vous allez aller au bout cette fois-ci ? La nouvelle version, attendez, la nouvelle version, c'est pas seulement une nouvelle version. Qu'est-ce que dit le Premier ministre ? Je redéfinis les modalités de fonctionnement. Ce sera le consensus. Et puis surtout, le Premier ministre fixe l'ordre du jour des travaux de ce groupe. Et le Premier ministre est représenté, il a un représentant personnel. Certes, le groupe, et c'est normal, le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie, c'est le haut-commissaire. Donc ce groupe reste présidé par le haut-commissaire, mais François Séners, qui a été désigné par le Premier ministre, est son représentant personnel. Donc ça change tout. Donc consensus, mais vous ne voulez pas faire de compromis. Comment vous allez faire les deux ? Ça n'a rien à voir. Ensuite, sur les objectifs de ce groupe, il n'est pas question, et je vous le dis là, effectivement garant non seulement de la transparence, mais de la clarté des choses, il n'est pas question que ce groupe s'immisce, bien que ce soit clair, hein, je le dis ce soir, s'immisce en quelque sorte dans la campagne électorale qui va s'engager. Nous nous engageons la campagne électorale le mois de mai pour prôner le non à la question qui va être posée. Donc il n'est pas question, à un seul instant, que ce groupe s'immisce dans cette campagne électorale. Alors jusqu'où il va aller ce groupe ? Par exemple, le prochain rendez-vous, c'est le 23 avril. Pourquoi j'y vais ? Sur les valeurs. Pourquoi j'y vais ? Ça, c'est une autre chose. Pourquoi j'y vais ? Pendant plus de 10 ans, j'ai prôné une solution négociée pour sortir de l'accord de Nouméa. Et que cette solution négociée aboutisse avant le référendum. Ça n'a pas été possible. Et donc maintenant, moi je m'engage résolument dans une campagne électorale, non à l'indépendance, et j'espère que ce non sera le plus massif possible, c'est clair. Mais moi j'ai travaillé depuis 1988-98 avec les indépendantistes pour assurer la paix civile en Nouvelle-Calédonie. Cette paix est passée par une exigence qui est celle de l'équilibre des responsabilités, du partage des responsabilités. Et mon objectif dans ce groupe, c'est de maintenir
jour après jour, semaine après semaine, le lien avec les indépendantistes, de façon que cette campagne électorale, que ce scrutin référendaire binaire qui nous a été imposé par le gouvernement, certes, c'est la lettre de l'accord de Nouméa, mais nous aurions pu faire autrement. S'il y avait eu une volonté politique, accompagnée par l'État, nous aurions pu faire autrement. Maintenant, c'est terminé. Et donc, il ne faut pas que cette consultation binaire, effectivement, vienne déchirer tout ce que nous avons construit depuis 30 ans. Donc, dans mon esprit, moi, je vais dans ce groupe avec la volonté de maintenir les liens, de continuer d'échanger avec les mouvements indépendantistes, de façon qu'au lendemain de cette consultation, la Calédonie n'est pas tout perdu. Deux questions importantes. La première, vous n'avez cessé de demander à l'État de se prononcer. Vous l'avez redit encore à votre comité directeur. Je le redis, oui. Qu'attendez-vous précisément, finalement, d'Emmanuel Macron, le président de la République, lors de sa venue ? Je l'ai dans l'hémicycle qui est juste à côté. Je ne demande pas, je n'ai jamais demandé à l'État de s'engager pour les uns ou pour les autres. Et c'est tellement facile de me dire, bah oui, mais quand vous demandez ou quand tu demandes l'État de s'engager, on va nous reprocher de prendre parti pour les indépendantistes, pour les loyalistes. La question n'est pas là. La question n'est pas là. Je l'ai dit au comité directeur, depuis 2012, l'État a renié sa signature. Et je le redis, l'État a renié sa signature. Quand on nous dit que c'est l'équidistance, ça veut dire que l'État a renié sa signature, car l'État, en 1998, s'est engagé vis-à-vis des Calédoniens pendant 20 ans. Hein, je le répète, hein, c'est un pacte, c'est un accord que nous avons signé à 3, y compris pour faciliter politiquement la sortie de l'accord. Et là, l'État s'est désengagé depuis 2012. Je ne le comprends pas, je ne le comprendrai jamais. Ce que j'attends du président de la République lors de sa visite à Nouméa, c'est qu'il ait une expression sur l'avenir des Français de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes Français en Nouvelle-Calédonie. Avant d'être Calédoniens, nous sommes Français. Et je ne peux pas admettre que le président de la République, qui est le garant de l'unité nationale, n'ait pas un avis sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Si le 4 novembre, les Calédoniens choisissent, le corps électoral choisit l'indépendance, ça ne peut pas être pour le président de la République simplement un acte secondaire. C'est fondamental, c'est une partie du territoire de la République qui s'en va. Et donc, le président de la République ne peut pas ne pas avoir d'avis, surtout lorsqu'il va en Australie, avant de venir en Calédonie pour signer des contrats de défense. La Nouvelle-Calédonie, dans la zone Pacifique, et notamment placée à cet endroit, pour la France, ça représente quelque chose. Notre avenir, l'avenir des Français de Nouvelle-Calédonie, ça ne peut pas laisser indifférent le chef de l'État. Dernière question, Pierre Frogier. Mais je ne lui demande pas de prendre parti, je lui demande de réfléchir à l'avenir des Français en Nouvelle-Calédonie. Dernière question, très rapidement. Vous avez aussi dernièrement dit qu'il faudrait éviter, en tout cas, que le résultat du premier référendum devait être suffisamment clair pour éviter les deuxièmes et troisièmes. Pas seulement clair, massif. Pour éviter les deuxièmes et troisièmes référendums, pourquoi éviter finalement d'aller au bout de ces 3 référendums ? Parce que ça ne sert à rien. Si le résultat est massif, ça ne sert à rien. Ça servira à quoi ? Ça servira à nouveau à cliver la société calédonienne. Et qu'est-ce qu'on va construire pendant ce temps-là ? Qu'est-ce qu'on va construire pendant ce temps-là ? Qu'est-ce qu'on va construire ? Et j'espère que ce que je n'ai pas réussi à obtenir des indépendantistes qui ont fait comme s'ils n'entendaient pas, un peu par cynisme aussi, et puis de tous les loyalistes de Nouvelle-Calédonie, si on n'a pas réussi à obtenir cette solution négociée avant le référendum, qu'on obtiendra très rapidement après, parce que les Calédoniens ont besoin que c'est nécessaire dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, dans la vie économique, que cette incertitude soit levée. Et puis, je vais vous dire autre chose. Vous savez, il y a un mot de Michel Rocard qui me reste attaché au plus profond de moi-même. Lorsqu'il vient, le 5 mai 1998, lorsqu'il accompagne Lionel Jospin pour signer l'accord de Nouméa, 5 mai 1998, à Nouméa, qu'est-ce qu'il dit, Michel Rocard ? Il dit, l'accord de Nouméa, ce n'est pas seulement la Nouvelle-Calédonie, c'est un acte de civilisation.
c'est un acte de civilisation. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière cet accord de Nouméa? Qu'est-ce qu'il y a depuis? Qu'est-ce qui est essentiel? C'est un acte de civilisation, c'est comment vivre ensemble. Comment vivre ensemble. On le connaît. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Il n'empêche que on entend dire qu'il n'y a pas de majorité pour l'indépendance. Mais je vous répète ce soir, moi je ne fuirai pas mes responsabilités. La sortie de l'accord, puisque le gouvernement l'a voulu comme ça, les indépendantistes l'ont voulu comme ça, une partie des loyalistes l'ont voulu comme ça, ce sera projet contre projet, conviction contre conviction. Donc il faut que le non l'emporte le plus massivement possible. À ce moment-là, on aura toute légitimité pour faire après ce que nous n'avons pas pu faire avant. Pierre Frogier, merci. Merci.